Chers téléspectateurs de Canal Éducation, nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer notre travail mémoriel et le devoir de mémoire qui, comme vous le savez, participe à l'instauration de notre conscience historique. Nous l'avons dit, ce travail se fait avec des hommes et femmes avertis, des femmes et des hommes qui, à travers leur expérience et leur cursus, nous aident à éclairer les zones d'ombre de celle-ci, parce que naturellement, un peuple qui ne maîtrise pas son histoire, comme disait un peu Cheikh Anta Diop dans la perspective de la restauration de la conscience africaine, c'est comme une pyramide dont le sommet se trouve en bas et la base en haut. Ça vacille et ça vacille. Ce travail donc, vous l'avez constaté, nous l'avons démarré il y a cela maintenant quelques semaines, voire des mois. Notre invité, vous l'avez certainement reconnu. Nous sommes donc au deuxième passage dans ce numéro avec elle. Et le premier passage a été, comme vous l'avez certainement dû constater, des moments forts d'échange, parce que nous avons été, surtout dans la perspective de l'analyse des similarités et des différences en Afrique, qui a été par moments ignorée dans beaucoup d'analyses. Madame Fall, pour ne pas la nommer, a permis de nous a replongé dans cette perspective d'analyse, parce qu'elle semble beaucoup plus englobante et beaucoup plus pertinente. En tout cas, le premier entretien a été de haute facture. Si on s'en tient aux retours et aux commentaires que nous en avons eus. Aujourd'hui, donc, c'est un plaisir de vous retrouver, Madame Fall. Bonjour. Bonjour, M. Dieye. Alors, lors de notre premier entretien, nous avons essayé de passer en revue les systèmes agraires et autres politiques peut-être non formelles du Sénégal, d'hier à aujourd'hui, parce que nous avons pensé qu'il fallait commencer par le Sénégal post-colonial dans un ensemble avec ce seul tenant qui va du Sénégal jusqu'au Soudan, comme vous avez essayé de le faire. Et dans les rivières du Sud, tout ça, nous l'avons un peu effleuré. Et aujourd'hui, donc, nous allons ouvrir un nouveau chapitre. Ce chapitre-là qui correspond dans la séquence temporelle qui est considérée avec les socialistes au pouvoir. Mamadou Dia étant évincé, Senghor avait maintenant les cartes à main, c'est le maître du bord. Maintenant, on voudrait bien savoir en quoi le plan senghorien différait-il fondamentalement de celui de Mamadou Dia, et pourquoi était-il souvent considéré comme un appendice de l'économie de traite que combattait, n'est-ce pas, son binôme. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Dieye. Merci de cette question pertinente. Je voulais, avant de répondre à cette question, revenir un peu sur notre discussion de la dernière fois pour faire quelques précisions, tout simplement. La première précision, c'est qu'il me semble avoir annoncé un chiffre pour la superficie de Khelcom en la comparant à la superficie de Dakar. Mais le chiffre annoncé, je pense, qui était de 35 000 hectares, est bien en deçà de ce que c'est. Parce que Dakar, en fait, d'après le ministère du Tourisme, couvre une superficie de 55 000 hectares. Et quand nous faisions la cartographie de Khelcom, quand nous avons planimétré Khelcom, Khelcom était un peu au-dessus de 51 000 hectares. Et c'est dans ce cadre-là que nous disons qu'il y a une superficie aussi grande, presque aussi grande que Dakar, qui a été donc cédée au Khalife général des Mourides. De façon officielle,
c'est 45 000 hectares qui a été noté dans les documents, mais de façon scientifique, nous avons planimétré 51 000 hectares. Ça, c'est la première précision que nous voulions faire. La seconde précision, c'est l'origine de l'arachide. En fait, les études, les recherches archéologiques et autres ne sont pas toutes unanimes sur les origines de l'arachide. Mais toujours est-il que, déjà au XVIe siècle, les explorateurs ou migrants, ou vous choisirez le mot qu'il faut, aventuriers européens, qui sont des Portugais, sont arrivés sur nos côtes de l'Afrique de l'Ouest et ont ramené avec eux de l'Amérique du Sud des semences d'arachide. Et dès que c'est entré dans notre ère, dans nos territoires, les peuples se l'ont approprié et l'ont intégré dans leur régime alimentaire. Je dis bien intégré dans leur régime alimentaire parce que c'est beaucoup plus tard que les Français sont venus en faire une monoculture à des fins, à leurs propres fins, pour pouvoir alimenter leur industrialisation. Ceci dit, maintenant, ces deux précisions faites, votre question est d'un intérêt particulier dans la mesure où ces deux hommes qui marchaient ensemble, mais qui avaient des visions tout à fait opposées. Tout à fait opposées parce que Senghor, tout en déclarant l'autosuffisance alimentaire, était assis dans la sauvegarde de tous les acquis de l'arachide. Parce qu'en fait, toute la chaîne des intervenants dans l'arachide, ceux qui avaient intérêt dans l'arachide, étaient ses proches collaborateurs, y compris, du reste, un clin d'œil à professeur Babacar Fall, y compris, du reste, donc, les marabouts laboureurs qui ont participé à cette extension. De même, à côté de ça, Mamadou Dia, le souverainiste, voulait qu'on puisse produire ce qu'on mange et qu'on mange ce qu'on produit. Donc, voulait une certaine autonomie et une certaine souveraineté dans l'alimentation du peuple sénégalais. Ceci est une différence déjà de fond qui les opposait tous les deux. Par ailleurs, chacun cheminant dans cette vision globale, actait autrement, parce que Mamadou Dia, pour pouvoir atteindre cette souveraineté, a dû bâtir les coopératives pour pouvoir imposer l'autogestion au niveau des masses productrices et construire la fierté paysanne. À côté de ça, Senghor n'était pas touché par l'expansion grandissante des importations pour pouvoir assouvir les besoins de base des populations. Parce que parallèlement donc au maintien de cet arachide, il fallait continuer à importer du riz et à bâtir une économie où il fallait une bonne préparation de ce riz-là afin que la production de l'arachide puisse se faire sans dommage sur le plan de la nourriture des populations. Je pense qu'à ce niveau-là déjà, la différence était déjà donnée et la considération de l'évolution souveraine ou de dépendance en étaient les deux conséquences. Eh bien, donc, ça c'est clair, il y avait une vision opposée, pour ne pas dire très contrastée entre les deux, et même le rythme. Parce que aussi souvent les analystes disent que bon, Mamadou était dans une sorte de course contre la montre, il fallait accélérer, alors que Senghor lui voulait un rythme alors beaucoup plus lent, avec beaucoup plus de prudence. Il ne voulait pas que la rupture soit brutale. C'est normal, parce qu'en fait, Senghor ne voyait pas de rupture en soi. Il était dans une certaine continuité de la colonisation, en tout cas des fondements de la colonisation.
Alors que Mamadou Dia voulait un changement. Et dans le changement, tu ne peux pas vouloir un changement en allant dans le rythme de ce que tu veux changer. Et c'est ça, justement, qui est une leçon pour tout autre gouvernant qui viendrait et qui est là ou qui n'est pas là, qu'il faut, quand on veut un changement, on doit aller vite dans le changement. Et quand on veut maintenant préserver des acquis et rester dans ces acquis, il est normal qu'on se laisse aller dans ces acquis et qu'on traîne dans ces acquis parce qu'en fait, on ne cherche pas un changement. Et quand le changement concerne en plus la souveraineté, ça, ce sont des cassures. Quand on vient d'une colonisation et qu'on veut la souveraineté, ce sont des cassures. Et ces cassures-là, dans d'autres circonstances, dans d'autres pays, ça a été des cassures d'une forte détonation. Justement, brutalité qui a causé les guerres en Chine, qui a causé les guerres en 1789 en France, etc. Pour devenir souverain, on ne te le donne pas sur un plateau d'argent. Tu dois l'arracher. Et pour l'arracher, il faut aller vite et être stratégique. Et c'est ce que Mamadou Dia était en train de faire sans avoir le soutien financier et structurel. Et c'est ce qui a fait, bon, ça s'est écourté en 2 ans et on l'a complètement évincé. Très bien. Donc, le changement, la transformation ne s'accommode pas avec l'immobilisme. Ce n'est pas possible. Et la lenteur, il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut aller vite parce que vous êtes en face de forces qui étaient déjà constituées. Absolument. Absolument. Et qui sont là et pour faire face. Oui. Très bien. Donc, cela étant dit, voilà quelques éléments d'appréciation pour déjà acter la différence, ou bien les différences de vision entre les deux hommes. Mais quand on parle aussi du plan senghorien, du régime senghorien, mais il y a ce que Moucheka a appelé la monstruosité que constituait l'ONCAD. Mais en quoi, alors, dans la logique senghorienne, l'ONCAD était alors une sorte de continuité de l'économie. Quelles sont vraiment les incongruités qu'on notait dans l'ONCAD? Un vrai monstre. Je suis entièrement d'accord avec professeur K. Sur ce plan, l'ONCAD était un vrai monstre anti-développement, un vrai monstre pour la perpétuation de la monoculture arachidière, un vrai monstre parce que perpétuant tout ce que le colon avait mis sur place. L'ONCAD est la résultante de 2 autres organisations d'avant, l'une qui s'occupait du commerce de l'arachide, ORCA, je pense, OCA, et l'autre qui s'occupait de l'organisation des producteurs, j'oublie l'acronyme, et l'ONCAD est venu remplacer en fait tout le rôle de l'État dans le jeu arachidier, c'est-à-dire s'occuper du commerce, s'occuper de tous les intrants, était devenu une énorme organisation qui défiait toute forme de gouvernance, j'aime pas utiliser bonne. Vertueuse. Oui, exactement. Et donc, ça a été gangréné dès le départ, avec une surpopulation d'agents, avec une gestion vraiment scabreuse j'allais dire, on l'a noté, il faut le dire, des détournements de là où devaient aller les sommes récoltées. Ça, c'était un aspect. Mais le fond même, c'est ça qui est important, le fond même de l'ONCAD qui percevait son financement de l'extérieur. Ça aussi, il faut le noter aussi dès le départ, parce que ce n'est pas une organisation endogène, bien que ce soit qu'il jouait le rôle de l'État. Cette monstruosité se situe à tous les niveaux. Et donc, il gérait les intrants, il gérait la commercialisation. La formation. L'ensemble de la filière était entre ses mains.
Et cette grossièreté de tâches, déjà en soi, en fait une limite, surtout quand c'est dépendant de l'extérieur. Et n'agissez pas pour la formation d'un peuple qui se veut souverain, mais plutôt la préservation de ce qu'on peut appeler les acquis coloniaux, si on peut les appeler des acquis ou des héritages. En tout cas, ce que le colon avait laissé là pour ses propres intérêts. En même temps aussi, l'ONCAD était perçu comme étant le levier alors pour en tenir la clientèle politique, parce que tous les barons alors recevaient aussi des fonds dans le cadre alors d'un système très nébuleux pour alors en tenir la clientèle auprès des masses paysannes aussi. Ça aussi, c'est une des critiques aussi qui ont été formulées à l'encontre, n'est-ce pas, de l'ONCAD. Mais finalement, donc, et on se rappelle, Abdoulaye Wade combattait bien l'ONCAD. Et pourtant, après l'arrivée des libéraux au pouvoir, on a vu qu'il y a ce système-là qui peut-être se manifeste autrement. Comment vous appréciez cela? Le clientélisme politique n'est pas propre aux socialistes. En fait, ils ont utilisé l'État parti, pour parler de Senghor d'abord, parce qu'après, ça s'est quand même un peu libéralisé et on a eu beaucoup d'autres partis, pour pouvoir avoir des clients politiques. Et là, tout était permis. Jusqu'à la négociation du support social aux populations, ça a été du clientélisme. De la distribution de semences, de la distribution des intrants, de la distribution du soutien au passage de la soudure ou des poches de sécheresse qui ont nécessité à ce que les populations soient soutenues alimentairement parlant, tout ça a été un jeu politique de clientélisme. Et ça n'a pas permis, et ça ne pouvait que passer par les structures détenues par l'État, dont l'ONCAD, qui est le géant et qui avait tous les moyens de le faire. Et c'est ainsi que le régime socialiste a pu bâtir autour de son parti non seulement le soutien de tout ce qui avait déjà intérêt à la traite négrière, mais aussi de populations au niveau paysan qu'il a stratifié. La paysannerie a été stratifiée en clients des partis État et des autres qui ne recevaient pas ce que les clients du parti État pouvaient recevoir. Il y avait une discrimination manifeste sur le terrain, oui. Si bien qu'on est obligé alors d'adhérer, comme on dit, d'avoir la carte du parti. Oui. Alors, est-ce qu'on peut rapidement voir les éléments déclencheurs alors de l'échec du plan de Senghor? Le plan de Senghor en fait, ne répondait à aucun intérêt du peuple sénégalais. Et ne répondant pas à ces intérêts-là, ce qui a le plus déclenché son échec, c'est que les populations ne s'y retrouvaient pas, étaient toujours dans un air colonial, tout en n'ayant plus la structuration coloniale qui leur permettait de pouvoir régler certains besoins. Et comme il n'y avait plus le travail forcé, qui était le colonial, et comme il n'y avait plus des mesures coloniales qui étaient là, l'esclavage étant déjà passé, il fallait à Senghor d'autres moyens d'imposition des populations, et c'était très barbare. Vous vous souvenez qu'on parlait du saupoudrage à la DDT? On en entend parler. Exactement. Et ça, c'était... Et c'était attribué d'ailleurs à Habib Thiam à l'époque, ministre de la Culture, mais qui l'a nié. C'est difficile d'accepter des choses comme ça par rapport à son propre peuple. Mais pour imposer les chefs de carré, on a parlé des chefs de carré la dernière fois, pour imposer, pour que ces derniers puissent payer, tous les moyens étaient bons. Donc ça ne répondait pas du tout aux intérêts de la population. Ça, c'est un aspect fondamental. Mais en même temps que cet aspect se développait,
Senghor devait faire face, parce que Senghor n'avait pas prévu une industrialisation du pays. Senghor était toujours rivé vers cette monoculture qui devait servir. Il n'a pas été inventif par rapport à cela, contrairement à Dia. Et donc, il y a eu donc, quelque part... sur place. Exactement, qui n'avançait pas. Le développement n'avançait pas ni pour les villes, ni pour les campagnes, et la coercition était forte parce qu'il fallait des impôts. Parce que Senghor n'avait pas bâti, n'a pas pu, évidemment, se mettre dans le financement de sa politique comme le colon l'avait instauré avec ses propres instruments. Ça aurait pu se faire ainsi, puisqu'il était dans la continuité. Mais ça ne s'est pas fait ainsi, donc il y a eu un vide. Il fallait tirer son financement des populations avec tous les moyens qui lui étaient permis. Tout ce qu'après, à un moment donné, la France s'était abstenue de financer, parce qu'entre-temps, on disait Dr K, il y a eu la naissance de l'Union européenne, la France s'est un peu détournée, et n'est-ce pas, cet appui budgétaire n'était plus assuré par la France. Et Senghor, mais on l'aimait entendre parler de détérioration des termes de l'échange, pour justifier un peu le déficit de notre balance commerciale, etc. Est-ce que ça aussi, c'était pas, à y regarder de près, aussi un faux fiant? C'était juste, peut-être certainement le mot que vous avez utilisé, un faux fiant, mais c'était sa façon d'avouer son échec. Parce qu'en fait, quand tu as un marché, quand l'arachide est organisé d'une façon telle que tu as des acheteurs qui te subventionnaient ça parce qu'ils en ont besoin, ces acheteurs ont reculé. Je pense que si je ne m'abuse, c'était vers 1957 déjà, il n'y avait plus que 30% de financement de l'arachide. Puis après, ça a diminué. L'Europe s'est ouverte. La France s'est ouverte à l'Europe, du moins. Et l'Europe s'est ouverte à d'autres marchés. Espaces. Exactement. On n'était plus prioritaire, on n'était plus protégé. Le rôle de Senghor, c'était justement d'anticiper et non de constater que la seule ressource qu'il a eu une détérioration. Et de chanter cela pendant des années et des années, parce que même si on n'était pas politique en ce moment-là, tout le monde connaît cette terminologie de Senghor pour expliquer les difficultés économiques, détérioration des termes de l'échange, alors que tu n'anticipes pas sur ce que tu produis, compte tenu du fait que tu t'es ouvert au marché et que ce marché-là, tu ne le contrôles pas. Tu ne maîtrises pas ce marché. Et tu es ouvert au marché parce que l'Europe s'ouvre au marché. Donc, tu n'as aucun contrôle de ce que tu fais. Donc, la seule chose que tu peux donner à ton peuple, c'est que le produit que tu vendais, maintenant, ne se vend plus au même prix, etc. Oui. Je crois que c'est, en fait, quand on regarde un peu, on voit que sous Senghor, il y avait un concept popularisé là, doucement. Doucement, c'est-à-dire pour les dons. On recevait beaucoup de dons de la part de pays amis, notamment les États-Unis. Et c'était alors surtout en période de soudure. C'était très fréquent sous Senghor. Et ça, donc, ça expliquait cette absence de diversification et peut-être de génie dans l'orientation qui faisait que, donc, à chaque fois, en tout cas, c'était fréquent de voir ça dans le Sénégal. Des scènes où les gens se précipitaient pour recevoir du maïs, il y a même ce qu'on appelle le riz américain, je ne sais pas comment ça s'appelle encore. Alors, Caroline, c'était fréquent, quoi. Donc, je crois en fait, avec le recul, cela donc s'expliquait par le fait que c'était déjà les signes d'un échec, parce qu'on n'était pas en mesure de se nourrir soi-même. Tout à fait. Et je pense que c'est posé depuis après la Seconde Guerre mondiale, quand le président Truman des États-Unis a subdivisé le monde en 4. Est-Ouest déjà, avec un respect à l'Est, parce qu'il n'était pas dépendant, mais c'était politiquement divergent, mais Nord-Sud. Nord-Sud, et dans ce Sud-là, il y a l'Afrique. Il y a surtout l'Afrique subsaharienne. Et tous les excédents. Et l'Amérique s'est mise à faire beaucoup plus qu'il ne faut en production. Et la meilleure façon d'asservir un peuple, c'est de le nourrir. Et c'est remarquable parce que si on discute avec
ceux qui étaient là en ce moment-là, ils vantent encore le riz Caroline, ça s'appelle Thiebou Caroline. Ça reste dans le mental des gens. Cet asservissement a été une stratégie bien pensée, alors que ceux qui recevaient n'avaient pas, on avait l'impression qu'ils n'avaient pas vu cette stratégie-là. Et plus on allait, plus on maintenait la monoculture d'arachide, plus on avait besoin de ces excédents de culture et plus l'aide alimentaire rentrait dans la stratégie politique. Et c'est ce qu'on vit encore. C'est ce qu'on vit encore de nos jours, mais peut-être autrement, mais de nos jours encore. Il y a eu la période de soudure qui perdure chaque année. Comment peut-on chaque année parler de période de soudure dans un système organisé, dans un système prévoyant, dans un système où tous les facteurs de production ne sont pas limitatifs scientifiquement? On continue de parler de période de soudure, on continue de parler de poches de famine, jusqu'à des poches de disette jusqu'à la famine. Et c'est là où, déjà après la Seconde Guerre, avec les Américains, puis l'Europe s'y est mise dans son productivisme, à faire aussi des excédents. Et donc, on a reçu et des dons, et des dons, et des dons, qui faisaient le plaisir, bien sûr, des populations. Et qui les installaient dans la paresse aussi. Mais évidemment, entièrement, aucune initiative d'aller de l'avant. Mais ce n'était pas à ces populations de se lever pour dire non, 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 non. C'était aux intellectuels et aux gouvernants de se dire que nous ne sommes pas là pour cela. Il faudrait qu'on change notre système de production, il faudrait qu'on change notre politique agricole afin de faire comme vous faites, afin d'arriver à des excédents et de pouvoir avoir une certaine maîtrise des marchés et de vendre nos excédents au niveau de ces marchés et de vivre par nous-mêmes pendant toute une année. Parce qu'il n'est jamais dit quelque part, ce n'est pas écrit, que puisque tu as 3 mois pour produire, ou 4 mois pour produire, que tu ne peux pas produire pour manger toute l'année. Tu as des fleuves, tu as des sources d'eau partout, mais tu ne développes pas ton système d'irrigation valablement pour pouvoir aller de l'avant. Donc, cette subdivision du monde nord-sud nous a plombés dans une dépendance qui s'est accrue. Quand vous voyez les importations de ce qui nourrissait et qui nourrit encore le peuple sénégalais, c'est crescendo. Ça ne s'arrête pas. Le blé, le riz, tout monte à chaque fois. Et ce n'est pas par le fait naturel. Ce n'est pas par le fait de manque de... Et c'est loin du fait des populations qui sont des populations qui ont toute la technicité et qui peuvent faire beaucoup mieux qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, sur ce rapport, un éminent professeur de l'IGB disait qu'en fait, on nous a transformés en mendiants alimentaires, alors que nous avons tout, rien qu'à la vallée du Ferlo, pour nourrir toute l'Afrique de l'Est. Nous l'a confié un jour à l'IGB. Mais on constate donc que finalement, les effets pervers de cet échec, parce que finalement, on nous a installés dans la dépendance, dans la paresse, qui revient souvent. Et à l'analyse, Senghor, donc, n'avait plus d'issue. Il était, comme qui dirait, condamné à abandonner, finalement. Parce que souvent aussi, au-delà, on parlait de cycle de sécheresse, on parlait des royalties, avec finalement le baril qui a donc connu des hausses vertigineuses. Est-ce que tout ça peut expliquer aussi le fait que notre agriculture était finalement vulnérable, même à partir de l'extérieur? Je pense que c'est un problème de choix. En fait, la crise du pétrole est arrivée, c'est ce dont a hérité Abdou Diouf par la suite. Peut-être qu'on y viendra. Absolument. Mais en tout cas, pour ce qui est de Senghor, je pense que c'est un problème de choix. C'est un choix dès le départ. Un choix qui n'était pas un choix de souverainiste.
un choix qui n'était pas un choix d'indépendance, un choix qui était qu'on ne pouvait pas, en fait, une conviction qu'on ne pouvait pas aller de nous-mêmes. Et cette conviction qu'on ne pouvait pas aller de nous-mêmes nous met nécessairement en position d'attente de l'autre et de subordination, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où on te doit même tes petits besoins de départ, à partir de ce moment, c'est la subordination totale. Je pense que le choix de Senghor, dès le départ, n'a pas été j'allais dire, un choix courageux, parce qu'il faut du courage pour rompre avec des habitudes qui étaient là. Il faut une détermination pour s'arracher, pour faire des ruptures. Et ceci n'habitait pas Senghor. Senghor voulait se la faire couler tout doucement et pensait peut-être, je ne peux pas être dans sa tête, mais n'avait pas dans l'esprit que l'indépendance et la souveraineté ne s'offrent pas. J'ai l'impression qu'il pensait qu'au fur et à mesure, tout en faisant le plaisir de l'autre, ça va couler. Et puis, l'histoire, en tout cas, ne nous enseigne pas que ça s'est fait, que ça soit fait quelque part de cette façon-là. Très bien. Donc, merci Senghor. On le constate donc finalement, a dit j'étais l'éponge, même si quelque part dit qu'il avait voulu quitter le pouvoir depuis les années à l'heure 70, parce qu'il ne se voyait pas finalement à l'aise dans cette fonction politique et qu'il aimerait bien alors continuer à écrire, n'est-ce pas, ses poèmes et autres. Donc arrive 1980, en faveur de l'article 13 de la Constitution, il céda donc le pouvoir à Abdou Diouf. Abdou Diouf donc arrive dans un contexte difficile. Quelles ont été alors ses premières mesures face à ce contexte où il y avait déjà l'austérité qui s'imposait? Quelles ont été donc les grandes mesures d'Abdou Diouf? Ça me fait toujours sourire quand on dit que l'autre a hérité d'un contexte difficile. Je pense que c'est répétitif. On dirait que l'histoire bégaye, parce que c'est la réalité. Il y en a un qui déroule pendant une vingtaine d'années, c'est quand même beaucoup, une vingtaine d'années. Et puis, il y a la crise pétrolière, il y a les deux séries de sécheresses, la sécheresse de 72 suivie de la sécheresse des années 80. Et puis, c'est dans cette ambiance-là qu'Abdou Diouf prend les rênes. Il prend les rênes et une chose de claire, c'est qu'il ne fait pas d'eau au bassin arachidier. Il sait que l'arachide, c'est l'économie du pays, même s'il y a une dégradation des coûts, du prix de l'arachide, même s'il y a une dégradation de la terre porteuse de l'arachide, il sait que c'est toujours l'arachide qui est le porteur de l'économie. Là, il faudrait peut-être qu'on s'arrête un peu, parce que quand l'agriculture porte l'économie, c'est pour pouvoir redonner ce portage aux domaines secondaires qui se développent à partir d'elle, à partir de l'agriculture. Mais que l'agriculture continue à occuper la place, ce n'est pas un développement. En fait, depuis que l'agriculture a été déviée de son chemin, ce qu'on avait noté la dernière fois avec la colonisation, on n'était plus en train de cultiver pour nous nourrir et enfin prendre nos excédents et aller nous confronter dans les marchés internationaux. On était là pour répondre aux commandes des besoins des Occidentaux, ce qui a fait cette déviation qu'on nous a poursuivis. On n'a pas redressé cette déviation et jusqu'à nos jours, on n'a pas redressé cette déviation. Et je n'ai pas l'impression que c'est tellement à l'ordre du jour du point de vue des actes. Mais toujours est-il que pour revenir à Abdou Diouf, il a hérité donc d'une situation très difficile et il s'est aussitôt... il n'est pas sorti de la tyrannie, parce que ça, ce sont ces termes, de l'arachide, mais il est entré dans la tyrannie du riz. Du riz. Il est allé s'investir au niveau du fleuve. Il a augmenté les surfaces. On en a beaucoup, mais on n'a toujours pas atteint tout ce qu'on a.
En faire la Californie du Sénégal. Exactement, c'était ça ses paroles. En faire la Californie du Sénégal. Il a investi là-bas, mais des investissements grandioses. C'est pour ça que je disais la dernière fois que tout ne tenait pas aux sommes allouées à l'agriculture. Ça tient à d'autres choses. Et donc, ça a été son premier cheval de bataille. Augmenter les superficies irriguées. Mais vous vous rendez compte un peu, avant, on était à 2-3% de superficie irriguée. On est arrivé avec tout le monde, toute la sous-région, à 4% environ. Et vous savez à combien on est de nos jours? À l'heure actuelle? 7%. 7%. Alors qu'il y a des terres et des terres et des terres irrigables et de l'eau qui ne demande 235 000 hectares. Oui, mais combien d'hectares ont été, pour le moment, même pas 70 000 hectares. Et on se vante toujours avec des coûts d'aménagement qui dépassent tout entendement et qui font que le produit devient très cher. Quand on a dévalué le franc CFA en 1994, quel a été un poids extraordinaire pour le pays, parce que tout ce qu'on achetait, on devait être, si on était de grands exportateurs, peut-être qu'on aurait pu avoir. En bénéficier. Oui, mais ça a été un fardeau. Tous les prix ont grimpé. Ça a été la conséquence a été la paupérisation. Une paupérisation encore plus, parce que bon, on était déjà, c'était déjà assez développé, la paupérisation, mais avec ça, et le retrait concomitant de toute subvention, le retrait concomitant de tout financement de l'État, le retrait de l'État de tout ce qui est investissement et la privatisation nous a complètement plombés. Et Abdou Diouf, dans ce imbroglio de difficultés, a rêvé, comme Senghor, de la Californie pour l'autosuffisance en riz, qui n'est toujours pas arrivée. Et c'est ça, ça a été ça son cheval de bataille dès qu'il a pris les rênes du point de vue de l'agriculture. Oui, parce qu'on a vu l'avènement des barrages de Manantali, n'est-ce pas, la construction, n'est-ce pas, des barrages de Khen, les digues anti-sel, tout ça. Mais, comme vous dites, c'est une arlésienne, cette atteinte d'autosuffisance en riz. Oui. Pourtant, même sous le régime de Macky Sall, on a aussi rêvé de ça. Mais pourquoi ça n'arrive pas? C'est très profond, hein, parce que moi, quand je vois, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on mesure l'engagement du gouvernement à soutenir l'agriculture dans le montant alloué à l'agriculture, du point de vue budgétaire. Il est vrai qu'à Maputo, on avait dit qu'il fallait donner au moins 10% à l'agriculture pour que l'agriculture puisse... Nous, on a dépassé les 10% depuis longtemps. Mais quand on fait de cela le seul critère, on en oublie la stratégie. On en oublie le but qui est la souveraineté. Et dans cette souveraineté alimentaire, à côté de cette souveraineté alimentaire, il y a d'autres souverainetés qui doivent l'accompagner. On ne peut pas seulement, avec un financement qui n'est même pas endogène, qui ne ressort pas, qu'on ne maîtrise pas, continuer à chercher les mêmes financements, à emprunter. La dette est quelque chose qui nous plombe de façon extraordinaire du point de vue de l'économie, et en sortir est un gros problème. On ne peut pas continuer avec ça à augmenter les budgets et à dire qu'on est en train d'avancer. On n'avance nulle part. C'est pour ça qu'on a toujours ces famines, c'est pour ça qu'on a toujours ces périodes de soudure, c'est pour ça qu'en fait, rien d'inclusif dans notre démarche n'est posé pour pouvoir faire de l'agriculture non pas la base de l'économie, mais le boost des autres secteurs. L'autre secteur, le premier, c'est l'industrialisation, c'est transformer. On est dans la transformation depuis Mathusalem, mais toujours dans une manufacture
primaire qu'on n'a pas développé. Et c'est là que c'est attendu. S'il faut mettre encore des fonds, c'est dans ça qu'il faut mettre les fonds. Pas dans le fait de soutenir pour que la production soit beaucoup plus. On a mis beaucoup plus, on a subventionné les engrais, donc on produit beaucoup plus, on va produire beaucoup plus, mais on n'arrive même pas à couvrir les périodes où on ne produit pas. Le paysan n'arrive même pas à se nourrir en ces périodes-là. Donc, on a fait fausse route. La route est ailleurs. Oui, mais dans ce manquement, certains disent que la non-maîtrise de l'eau explique encore en grande partie l'échec de notre agriculture. Parce qu'en 3 mois tout de même, on ne peut pas prétendre nourrir sa population. La question de l'eau, la maîtrise de l'eau, parce que beaucoup d'autres pays, l'Europe notamment, ont réglé ces problèmes depuis Mathusalem. Nous avons suffisamment d'eau. Alors, est-ce qu'on peut toujours dépendre, n'est-ce pas, d'une agriculture sous pluie, par exemple? Est-ce que là aussi, l'idée d'Abdou Diouf de finaliser avec les pays riverains de la vallée du fleuve Sénégal, et de mettre en place le barrage de Manantali, est-ce que ça répondait à ces objectifs-là? Ensuite, les vallées fossiles, on avait pensé que ça allait peut-être permettre de drainer l'eau un peu plus en profondeur, mais tout cela, après, ça a été finalement des échecs, quoi. Qu'est-ce qui explique cela? C'est un problème de vision, un manque de vision, ou bien tout simplement, c'est des aléas exogènes qui font que finalement, il faut qu'on s'arrête, parce que pour ce qui est, par exemple, des vallées fossiles, la Mauritanie, sous Taya, avait quasiment tapé du poing sur la table. La géostratégie, encore une fois. Je pense que c'est trop facile de mettre l'échec comme l'a fait Senghor. Senghor l'a fait sur, comme vous avez dit encore tout à l'heure. Quoi? Pour Senghor, sa chanson, c'était la détérioration des termes de l'échange. Voilà. Une autre chanson qui peut sortir, qui est péjoration des termes du climat, absolument, les aléas climatiques. Ça c'est un faux fuyant encore. Ça, c'est un faux fuyant. On a assez de tout, de terre, d'eau. Le problème, c'est les investissements pour que la terre et l'eau puissent servir à la production et qu'on puisse transformer. Parce que si on met tout sur la production et qu'on ne parle pas de transformation, ça pose problème. Déjà, c'est un gros problème. Mais on a la contrainte de l'eau est une contrainte, pour moi, de l'imagination. C'est vrai qu'on a 3 mois de pluie, mais à côté de ça, on a des fleuves. À côté de ça, on a des nappes phréatiques et des terres qui ne demandent qu'à être arrosées pour donner en dehors de ces 3 mois de pluie. Depuis les années 70, la pluie n'est jamais plus revenue au niveau des années avant 70. Les 2 dernières séries de sécheresse, qui sont les années 70 et les années 80, ont descendu les isomètres vraiment très bas. C'est une réalité, mais on a des nappes qui se rechargent à chaque fois qu'il y a de la pluie. On les a identifiées. Il y a les cartes de la CEDEAO qui le montrent très fortement. On a des fleuves qui regorgent d'eau et qui regorgent tellement d'eau qu'on a fait cette fameuse brèche pour sauver Saint-Louis en perdant toute l'eau. Peut-on imaginer perdre de l'eau en une époque où on dit que la 3e guerre mondiale sera de l'eau? Donc on a actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire comme ouvrage? Parce qu'il y a la pluie qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait comme ouvrage? On dirige tout vers l'océan pour ne pas avoir des inondations. Alors qu'il y a, ce n'est pas des choses qu'on invente, c'est que la technicité mondiale nous y amène. On peut conserver ces eaux. Qu'est-ce qu'on a fait? Des idées qui sont des idées très éphémères, ou des idées qui sont plutôt des rêves, comme la Californie de l'Afrique, les idées éphémères comme les petits plans d'eau, les petits bassins d'eau qui font de rétention
qui font un peu de pisciculture, et quand tu repasses un an après, tu vois comment l'argile a tout mangé et qu'il n'y a plus une seule goutte d'eau. C'est comme si on devait tout le temps nous réinventer la roue, alors que ça ne se passe pas en ces termes. Ça avance ailleurs. Ce n'est pas mental, c'est politique. C'est politique parce que il faut une stratégie politique pour ça. Parce que nous avons tout le mental qu'il faut. Nous avons toute l'éducation qu'il faut. Nous avons appris aux mêmes écoles que les autres. Et très souvent, on a été beaucoup plus brillants que les autres qui étaient là-bas. Mais quel est le cadre politique qui suggère qu'on puisse inventer, qu'on puisse prendre de l'expérience ailleurs et l'imposer? Pourquoi a-t-on attendu autant de temps pour avoir les instruments, les institutions qu'il faut pour pouvoir connaître, maîtriser nos terres, pour pouvoir mieux comprendre notre eau, comment le diriger et comment le faire de telle sorte qu'on puisse s'en servir pendant toute l'année. Je pense que c'est des choix. C'est des choix politiques qui manquent. C'est des orientations politiques qu'il faut, ce sont des stratégies politiques qu'il faut développer parce que nous n'avons pas à réinventer la roue, nous avons à préserver nos ressources. Très bien. Donc avant d'aborder la question des politiques d'ajustement structurel sous Diouf avec leur impact, mais à vous entendre parler, c'est comme si on manque de courage ou bien c'est juste un problème aussi de patriotisme. Mais en fait, éclairez-nous un peu. Pourquoi ailleurs ça se passe, ici ça ne se passe pas comme ça? Vous dites que c'est politique, parce que peut-être c'est un terme générique. On a tous entendu ce type de discours, c'est politique. Oui. C'est quoi au fait? C'est politique, c'est quoi au fait? Les bons choix au bon moment. Les bons choix au bon moment. Au bon moment. Les bons choix politiques, c'est-à-dire comment motiver. Le peuple est là. Le peuple veut, parce que le peuple veut se nourrir. Le peuple n'est pas un peuple mendiant. On l'a rendu mendiant. On lui a donné. Et on en a fait des gloires politiques en donnant au peuple. Mais le peuple n'est pas né mendiant. C'est-à-dire on a un peuple fier. Oui. Donc, on a construit ça. Il faut qu'on casse ça. Il faut qu'on le casse. On l'a vu au départ, quand après le paléolithique, le néolithique, au néolithique, quand les familles se sont installées. Qui leur donnait des semences? Ils attendaient quel état pour avoir des semences? Ils attendaient quelle formation pour avoir des semences? Ils avaient des semences. Ils réservaient des semences pour pouvoir se nourrir l'année suivante, etc., etc. Vous me direz que la population était petite. Vous me direz qu'on n'en était pas encore à une organisation sociétale aussi grande. Mais c'était des petites sociétés qui s'organisaient. Donc, il faut qu'on casse un peu cet attentisme. Il faut qu'on casse cet esprit d'attente. De tendre la main. C'est très insultant parce que je sais qu'on a un peuple fier. Donc, il ne veut pas tendre la main. Mais il faut qu'on casse avec ça. Et ça, il faut des volontés, c'est des volontés politiques. C'est là où on dit que c'est politique. C'est que il est très facile de venir et de trouver un système déjà qui marche et de pouvoir faire les cassures. Les cassures vont être difficiles, vont être pénibles. Mais elles sont immanquables. C'est immanquable. Mais ce sera difficile pour une période. Mais les autres, dès que cette période est passée, on a bâti quelque chose de viable et que les autres vont en profiter. Et c'est là où, justement, et voilà, on dit tout... d'omelette sans casser d'œufs. Mais pourtant, dans Guelwaar, Ousmane Sembène dénonçait, n'est-ce pas, cette situation à travers un de ses acteurs. Qu'un peuple qui tend la main, finalement, est subordonné à un autre. Parce que là, on vous fait faire, on oriente votre regard, etc., etc. Mais il a fait de fort belle manière dans une des séquences de son film Guelwaar. Et je crois que là aussi, c'est bon d'en rappeler. Oui. Déjà, cet éveilleur de conscience déjà avait aussi lui compris les enjeux.
Maintenant que nous avons compris que cela, il faut donc de la volonté politique, ce qu'on appelle ces politiques, entre autres. Maintenant, les politiques d'ajustement structurel, en tout cas dans le secteur de l'agriculture, ont pu générer, si vous voulez, ou bien occasionner ce qu'on appelle la nouvelle politique agricole. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous... Oui, il fallait une nouvelle politique agricole pour pouvoir digérer ces politiques d'ajustement structurel. Parce que la nouvelle politique agricole, en fait, ne cherchait qu'une chose, c'est de privatiser rapidement, de faire de telle sorte que l'État se lave les mains de beaucoup de ces prérogatives qu'il s'était données dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Quand on a eu la politique de suffisance alimentaire, l'État était le principal acteur de l'agriculture. C'est l'État qui faisait tout, qui donnait tout, qui subventionnait partout, etc. etc. C'est juste un système non viable. Non viable. Voilà. Et donc, il y a eu les ajustements et il y a eu, pour une fois, la rédaction d'une politique pour pouvoir porter cela. Et cette politique ne visait que la privatisation, le décharger l'État, ce qu'on a appelé moins d'État, mieux d'État. Mais mieux d'État en quoi, il faudrait qu'on le démontre, mais en tout cas beaucoup moins d'État et une privatisation devant un peuple que tu avais rendu attentiste. Et dépendant. Oui, dépendant. Dépendant de tout. Pour ne pas utiliser des termes beaucoup plus trucs, mais dépendant. Et qui attend tout de toi. Et donc, toi, tu te retires. Tu te retires et tu te dis, je privatise. Tout ce qui était privatisable dans l'État, dans le système agricole, a été privatisé. Et ailleurs aussi. Ouais. Et dans le système agricole, c'est pire que tout parce qu'il y avait eu les sociétés d'encadrement. Exactement. L'encadrement était désuète. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été brillant non plus. Mais ça n'a pas été brillant parce que la politique n'avait pas permis d'en faire quelque chose de brillant. Mais on arrête tout d'un coup. Le dépérissement des sociétés d'intervention et d'encadrement des paysans, SODEVA, tout ça disparaissent. J'ai fait quelques de mes premiers pas à la SODEVA. Ah oui? Mais oui, j'ai quand même roulé ma bosse un peu partout. Et ça se voyait que ça devait avoir une fin. Parce que la SODEVA, c'était un héritier d'une autre organisation, je ne sais plus, la SOCA, coloniale. Et les cadres s'étaient tellement bien installés, bien embourgeoisés dans leur fauteuil, qu'ils méconnaissaient beaucoup le terrain. Et il arrivait souvent, et ça c'est des anecdotes qu'on a eues, qu'un cadre bâtisse ses statistiques dans son bureau. C'est fréquent dans le secteur agricole. Clairement. Et jusqu'à présent. Oui, bon an, mal an, on a tant de superficie, on a tant de production. Il arrivait que vous bâtissiez un programme à partir d'une cartographie existante, à partir de points géodésiques que vous connaissez, qui sont sur la carte, alors que ces villages n'existent plus. Et vous partiez avec les cadres qui sont censés connaître ces villages, parce qu'ils ont, soi-disant, conduit le projet là-bas. Absolument. Et quand vous allez sur le terrain, le village n'est plus là, depuis longtemps. Et les gens vous disent, mais ce village-là, mais les gens sont partis depuis longtemps. Le frère de tel, le frère de l'autre, ils ont migré, ils se sont installés ailleurs. Et vous êtes devant un cadre à qui tu avais confié ce projet. Et qui ça, c'est des détournements massifs d'objectifs. C'était des réalités. Et donc, ces réalités-là te donnaient l'idée que, de toute façon, cette société n'est pas viable. Avec tout ce que ça engrange comme coût, et tout ce que ça donne comme résultat, statistiques, disons que ça aussi, c'est politique, parce qu'il y a eu des trichements aussi du point de vue politique, mais même de l'action sur le terrain, ça pose problème. L'autre problème qui s'est posé dans la SODEVA, c'est aussi SODEVA et d'autres sociétés. SODEVA, c'est parce que j'ai fait quelques pas là-bas. C'est ce nombre de... Quand on a dit qu'il fallait mécaniser
l'agriculture, qu'il fallait donc vraiment booster l'agriculture. Ça aussi, c'était des choses ponctuelles, des coups de poing, comme on dit, pas une politique continue. Si on part sur le fait qu'une politique s'est bâtie autour d'un fil qui va vers un but déterminé, avec des objectifs bien clairs, on n'agit pas de cette façon-là. On n'agit pas un coup de poing. Et donc, on a inondé tout d'un coup, surtout le bassin arachidier, de tracteurs qui n'étaient pas adaptés au sol, qui n'étaient adaptés à rien du tout. Et ça faisait des cimetières et des cimetières de matériel agricole qui ont servi à peine à détruire, pas à construire. Donc, mais finalement, ce pilotage à vie, on dirait que c'est de l'amateurisme, tout simplement. Est-ce que, naturellement, le Sénégal souvent se targue d'avoir des ressources humaines de qualité, mais est-ce que ça aussi, ce n'est pas une affabulation? Parce que finalement, on peut être peut-être quand même, je ne sais pas trop, avoir des limites. Mais à ce niveau de responsabilité, si à chaque fois qu'on arrive à constater après une évaluation, qui se fait d'ailleurs très rarement, de façon objective, on arrive à constater que véritablement il y a un manquement des véritables acteurs qui devaient même impulser cela. Est-ce que finalement aussi le Sénégal a véritablement les ressources humaines de qualité dans les domaines précis là pour pouvoir impulser ces politiques-là? Oui. Moi, je peux dire, en fermant les yeux, oui, oui et oui. Les ressources sont là, comme je vous disais tout à l'heure. Mais en termes de ratio, parce qu'on peut avoir d'excellents, peut-être, agronomes, d'excellents, etc. Mais en termes de ratio, mais est-ce que aussi ça aussi c'est une réalité? Si on peut voir, voilà, l'arbre cache la forêt aussi. Peut-être qu'on pourrait avoir beaucoup plus de cadres compétents. On pourrait en avoir beaucoup plus. Mais ce qu'on a, il y a beaucoup de cadres compétents, mais qui ne sont pas à la place qu'il faut, qui ne sont pas mis là où il faut qu'ils soient mis pour pouvoir impulser le changement. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème de choix de personnes, là où il faut que ça soit. On l'a dit tout à l'heure, la politisation même du développement fait c'est du clientélisme qui joue beaucoup plus que la compétence et le devoir de résultat. Parce que quand on est compétent, on veut des résultats. Et ça n'a pas beaucoup joué dans toutes les politiques socialistes, dans toutes les politiques libérales. Beaucoup de politiques libérales aussi n'ont pas réussi cela. Et à ce jour, on se pose encore des questions sur certaines compétences. Donc, il y a un problème, on a les compétences. Donc, 3 fois oui, on a les compétences. Pilotage à vue, politiquement. Choix des personnes pour piloter, parce qu'on peut faire sa politique, faire sa stratégie, faire ses clients, etc. Mais ne pas avoir le développement en vue, parce qu'on aime son pays. Oui. Non, je vois, c'est-à-dire que, en fait, le reproche qui est souvent fait aussi à nos pays, notamment le Sénégal, parce qu'on parle même de territorialisation des politiques publiques, mais quand on parle de la culture et autres, l'éducation et tous les autres secteurs, hein, on dit qu'il n'y a jamais eu l'évaluation de politiques publiques. Il n'y en a jamais eu dans ce pays. Il n'y a eu que des évaluations partielles de projets, de programmes. Est-ce que l'absence de cette évaluation aussi n'est pas un frein? Un frein réel. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Quand on met quelqu'un quelque part, c'est avec devoir de résultat. Quand on n'évalue pas, comment on peut savoir qu'il y a des résultats? On passe son temps à réinventer la roue. Quelqu'un d'autre va venir, croire qu'il est plus intelligent que le premier, et il va encore faire peut-être les mêmes erreurs, sinon des erreurs pires. Et en plus de ça, à côté de ça, il n'y a que quand on est quelque part et qu'on n'a pas les compétences, on ne veut pas de compétences autour de soi. Ah, c'est juste ça. Et ça pose problème aussi. Et là, c'est pour ça qu'on dit toujours c'est politique. Parce que c'est le politique qui doit régler ça. C'est générique, quoi. Ça. Absolument. Qui doit dire que nous, ce qui nous importe, c'est le développement. On doit sortir de ce stade. Là. Si tu es là, c'est pour faire tel résultat. On t'attend là. Absolument. Et à partir d'un certain temps, on t'évalue. Je crois que vous avez raison. Hein. Moi, c'est pourquoi je disais qu'il nous faut peut-être ces mécanismes-là
qu'il nous faut pour évaluer les politiques publiques. Parce que tant qu'on ne le fera pas aussi, nous tournons en rond. Ouais. Bon, on me dit que quasiment on est au bout de notre émission, mais je voudrais quand même, avec la permission de la régie, aborder alors au moins 2 questions. Alors, l'une est relative à la loi sur le domaine national. Est-ce que la pédologue a son mot à dire, en tout cas, des observations à faire sur cette loi? Je dois, peut-être que je serai très critiqué et très contre-courant, mais je pense que c'était une loi qui préserve notre territoire de la privatisation, une loi qui s'accorde avec ce qu'on a connu au départ quand on a bâti ce royaume du Sahel occidental, qui voulait que la terre soit un bien commun, parce que ce n'est pas un bien des générations d'aujourd'hui, mais aussi des générations d'avenir. Donc cette loi préserve, est une loi qui préserve. Mais son application pose problème, ça c'est clair. Son application pose problème dans la mesure où ça ne tient pas compte de tout ce qui est coutumier comme il le faut, ça ne tient pas compte de toutes les autres législations qui sont internes aux communautés. Et là, ça pose problème. Mais dans le fond même, nous ne sommes pas, la Banque mondiale et autres poussent à ce qu'on ait des privatisations pour pouvoir avoir de l'hypothèque sur nos terres, pour pouvoir avoir de l'investissement parce qu'on est un peu hypothéqué, etc. Le domaine urbain, tu peux hypothéquer ta maison, c'est ta maison. Mais quand on est là où il faut tirer la nourriture de toute une nation, il faudrait que ce domaine-là soit un domaine national et que ce domaine national puisse être géré comme le géraient les Laman, comme le géraient les Damel, comme le géraient tous ces royaumes, en distribuant de façon efficace ce qui peut être rentable à l'atteinte de l'autosuffisance et de la souveraineté alimentaire. Pas morceler les terres à des 0,2 hectares, etc., sans pour autant remembrer, faire un remembrement, faire des unités de terre qui associent des familles de façon telle que ce soit rentable. Je pense que la loi en soi nous préserve, mais des latifundas sud-américaines. Mais son application est mauvaise. Très bien. L'application mauvaise. Dernière question, avec toute la permission de la régie. Mais quelle doit être alors la prise en compte de la pédologie dans la définition des politiques agricoles? Là, nous allons dire tout simplement qu'il est temps de l'intégrer stratégiquement, pas d'en faire des actions ponctuelles. Parce qu'en fait, il n'y a pas de politique intégrant la pédologie dans l'approche agricole, ni dans l'approche de l'installation des villes. Parce que la pédologie, c'est la connaissance justement du sol. Les inondations. Exactement. Donc ça a son rôle partout. Mais son intégration, il a fallu, je peux en parler parce qu'il a fallu beaucoup de batailles, beaucoup de bagarres pour que ça puisse être considéré dans certaines approches de développement. Qu'on puisse dire, ah tiens, on a un Institut national de pédologie, il faut qu'on les appelle, il faut qu'ils nous disent ça, il faut qu'ils nous apportent ça, il faut qu'ils nous donnent leurs connaissances. Cette intégration n'est pas encore effective. Je sais que l'Institut est encore en train de se battre, mais l'Institut a aussi subi ce clientélisme politique, parce qu'il y a eu des moments où c'était juste nommer un directeur général d'un parti politique. C'était pas lié à la compétence, des personnes, ni à leur appartenance à la science. Mais ça, c'est du passé. Politique intégrative de la pédologie, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là et j'attends fortement de voir la loi d'orientation agro-silvopastorale pour voir encore si dans les corrections, il est mis en exergue l'importance des terres et de leur maîtrise. Très bien.
Donc je crois qu'on reproche aussi souvent à ces institutions l'absence de communication institutionnelle. Il faut aussi qu'ils sortent un peu, être un peu agressifs pour se faire connaître. Parce que quand on trouve aussi des structures comme ça, c'est à vous de porter la communication institutionnelle pour que les gens puissent peut-être connaître votre importance. Et justement, ça, je crois que c'est important. Maintenant que nous avons un peu débordé, quel est votre mot de la fin? Il faudrait un mot positif, parce qu'on a beaucoup critiqué. Non, pourtant, le tableau peint est objectif. Hein? Oui, tout à fait objectif. C'est ça que nous cherchons. Mais oui, tout à fait. Le mot de la fin, l'analyse, en tout cas, bien qu'on l'ait fait par Monzévo, de la partie socialiste de la gestion du pays, doit nous forger notre conviction vers le fait qu'on ne fait pas d'omelette sans œufs. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Des œufs. Oui, on ne peut pas faire une omelette sans casser l'œuf. Une rupture, ça se fait et ça se fait rapidement. La vitesse de la rupture, elle est importante. La consistance de la rupture, elle est importante. Donc, il faut nécessairement, quand on veut rompre avec le système colonial qui nous colle toujours à la peau, il faudrait qu'on puisse aller vite et aller profondément et bâtir des stratégies qui tiennent la route. Aller profondément et bâtir des stratégies qui tiennent la route. En tout cas, dans cette émission, on s'évertuera à aller le plus profond possible. Il ne s'agira pas de verser un peu dans, en tout cas, pas dans les critiques pour critiquer. En tout cas, dans l'objectivité, nous chercherons toujours avec nos invités à crever, même s'il le faut, comme on dit, l'abcès. Parce que je crois que c'est ça qui nous manque. On dirait souvent, c'est avec beaucoup de pudeur aussi, que certaines questions sont abordées. Je crois qu'il nous faut des analyses rigoureuses et rigoristes pour permettre de comprendre les véritables enjeux de notre développement, qui parfois, comme vous l'avez dit, demandent aussi beaucoup de courage. Je crois que c'est ça le mot. Beaucoup de courage et beaucoup de vigilance aussi, parce qu'il y a toujours les ennemis alors tapis dans l'ombre qui font qu'on veut toujours rester sur place. Donc, en tout cas, merci pour votre éclairage encore une fois de plus. Ça a été encore un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Canal Éducation. Et j'espère, comme nous avons fait avec M. K, vous allez revenir parce qu'on ne vous lâche pas pour le moment. Nous avons donc, je crois aussi, un autre entretien en vue, voire même deux autres. En tout cas, il nous faut voir aussi l'agriculture sous les libéraux, notamment sous Wade et le défunt régime de 2024. Et probablement, après peut-être le plan de relance annoncé par l'actuel gouvernement, on aura peut-être l'occasion de voir ici, sur ce plateau, pour faire une étude critique, n'est-ce pas, des grandes lignes de ce plan de relance. D'ici là, continuez à suivre les programmes de Canal Éducation. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine. Merci.